Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et voici le grand journal. Antoine Diouf. Thiès, les commentaires vont bon train au quartier Tahikao après l'arrestation d'Aziz Ndiaye, soupçonné d'avoir des liens avec des milieux djihadistes. Certains habitants du quartier sont surpris, d'autres appellent à la vigilance. À propos de la série d'arrestations d'individus soupçonnés d'être en relation avec des milieux terroristes, une cinquantaine selon la police, le docteur Bakary Sam pense que l'État est dans son rôle de prévention. Nouveau code de la presse. Après son adoption hier, les journalistes décèlent beaucoup de pièges et des dispositions liberticides. Il y a de sérieuses menaces sur l'épreuve anticipée de philosophie. La coordination des enseignants et examinateurs de philosophie, tout comme l'association des professeurs de philosophie du Sénégal, ont décidé de boycotter les corrections jusqu'à ce que lumière soit faite sur la fuite de l'épreuve anticipée. Macky Sall a sans lui demain pour remettre des moteurs et autres appuis financiers à des centaines de pêcheurs sénégalais revenus de la Mauritanie bredouille. Mais dans la vieille ville, des voix s'élèvent pour parler de campagne électorale déguisée. Attention, la date retenue pour la tenue des législatives coïncide avec une période très pluvieuse dans le sud du pays. À Ziguinchor, l'on craint que cela impacte négativement sur le scrutin. Les titres de l'actualité internationale, c'est avec vous, Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. La force du G5 Sahel au menu d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les pays membres doivent voter une résolution qui permettrait le déploiement des troupes dans cette zone. En Côte d'Ivoire, il reste encore 3 ans avant la prochaine présidentielle, mais on en parle. Henri Konan Bédié déclare que le candidat du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et pour la paix, sera issu de son parti, ce que rejette le porte-parole du RDR de Alassane Ouattara, membre de la coalition RHDP. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres sport. Hassan Ndiaye persiste et signe aucun nuage sur la tenue du combat Bombardier-Eumesen. La confrontation aura lieu à date échue, vous l'entendrez dans ce journal. Adam Mbengue, toujours propriété de Djambar, quelques touches à noter ça et là. Selon le président du club Sayersek, que vous entendrez ici dans ce journal, Fatick qui ambitionne de retrouver le plus tôt possible la Ligue 1. Après la montée de J-Fatick, la ville compte désormais 2 clubs en Ligue 2. À suivre la chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Et puis, point de vue sur le nouveau code de la presse. Quelle application ou comment faire pour une bonne application? Le débat, c'est aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Toute la presse en parle. Il s'agit de l'arrestation à Thiès d'un homme qui est âgé de 70 ans environ. Aziz Ndiaye, c'est son nom, qui vit au quartier Tahikao dans la capitale du Rail, est soupçonné d'être de connivence avec des milieux terroristes. Dans son fief, certains sont surpris et d'autres pensent qu'il faut être vigilant au regard de la situation. Reportage au quartier Tahikao. Cheikh Anta Diop. Nous sommes au quartier Tahikao de Thiès. La nouvelle de l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir des liens avec des milieux terroristes s'est répandue comme une traînée de poudre. Sur place, l'affaire est sur toutes les lèvres et les commentaires vont bon train. Il faudrait mieux que les gens prennent leurs précautions et l'État aussi. Selon nos interlocuteurs, il se nommerait Aziz Ndiaye. Un homme effacé et tenace. Cet homme qui a préféré garder l'anonymat affirme que personne ne pouvait imaginer que telle situation se produise dans le quartier. Il appelle par ailleurs à la vigilance de tout le monde pour toujours dénoncer les cas suspects. Bien sûr, je crois que tout d'abord, il faudra créer des comités de vigilance tout d'abord, avant d'arriver à cet stade. Ensuite, appeler les chefs, bien sûr, la police, la gendarmerie, ou bien tous ceux qui ont les responsabilités vraiment pour protéger les populations. Que tout le monde soit vigilant tout d'abord, que chaque chef de famille puisse prendre les dispositions nécessaires afin de pouvoir vraiment protéger les populations, aussi bien les chefs de famille, les chefs de ménage, les chefs de quartier, les responsables de la ville même. L'homme a été déféré au parquet de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et d'après la police, au moins une cinquantaine d'individus suspectés d'être
en contact avec des milieux terroristes ont été interpellés. Et selon le docteur Bakary Sam, l'État est dans son rôle de prévention. Il a le droit de prendre ses responsabilités face à un phénomène grave. Les propos du directeur de Timbuktu Institute ont été recueillis par Salif Sow. Il ne faut pas regarder ces cas-là comme des cas simplement isolés. Il faut inscrire ça dans une dynamique qui est connue pour l'implantation de beaucoup de mouvements qui sont proches de la mouvance salafiste. L'Université de Dakar aussi, il y a eu une forme de radicalisation, en tout cas du discours au sein de l'université depuis les années 90. C'est un processus continu. Et donc je pense que c'est des lieux très importants sur lesquels il faudra qu'un travail important soit fait et que la prévention continue son cours et que aussi les pouvoirs publics prennent de plus en plus conscience de la nécessité d'intervenir dans ces zones névralgiques-là afin que notre pays soit encore préservé de ce fléau qui n'épargne aucun pays. Selon la police, une cinquantaine d'individus ont été interpellés pour extrémisme. Quelle lecture vous en faites? Je pense que cela entre dans le cadre du travail de prévention, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et que l'État sénégalais a tout à fait le droit de prendre ses responsabilités face à un phénomène grave et qui pourrait toucher notre pays. Je pense que là, l'État est parfaitement dans son rôle d'établir des mesures préventives pour que cela ne puisse pas déborder et que cela reste dans cette proportion-là. Et je pense que aussi, c'est important qu'un État de droit puisse s'imposer, surtout dans un domaine aussi important, aussi crucial que la sécurité. Le docteur Bakary Sam procédait ce matin au lancement de la plateforme Sahel Éducation 2030. C'était ce matin donc au CM Joseph Félix Correa de Guédiawaye. L'objectif de Sahel Éducation 2030 est de faire face à l'extrémisme religieux. Il est 12h06. RFM 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Coupure d'électricité à Sacré-Cœur, à la cité Soprime, aux Parcelles Assainies et à la Patte d'Oie. Le dysfonctionnement est causé par un début d'incendie au poste de Anne. Une équipe de la Sénélec a été dépêchée sur les lieux. L'ancienne secrétaire générale du SYNPICS, Diatou Cissé, étale ses réserves. C'est par rapport au nouveau code de la presse adopté hier à l'Assemblée nationale. Selon elle, le texte comporte beaucoup de pièges. Diatou Cissé, que vous allez entendre, demande par ailleurs que la nouvelle convention collective des journalistes soit adoptée. Elle était l'invitée d'RFM Matin, El Hadj Ndiogoudjen. Beaucoup d'avancées et de points positifs dans le code de la presse, note Diatou Cissé. Toutefois, l'ancienne secrétaire générale du SYNPICS relève certaines dispositions liberticides. Lorsqu'on met la notion de secret défense sans la définir, sans y mettre un contenu, c'est de nature à constituer un piège. Parce que désormais, il revient au juge d'interpréter la notion de secret défense. Le deuxième excès que moi je trouve, c'est quand on dit que même le fournisseur d'accès peut quand même faire l'objet de sanctions en cas de violation du code, alors que le fournisseur d'accès quand même n'est qu'un support pour faire passer l'information. C'est d'autant un coup de charnac que ça n'a pas été discuté. Une autre disposition qui dérange l'ex-patron des journalistes, c'est le pouvoir donné à l'autorité administrative de sanctionner une entreprise de presse coupable de dérive. Mais le combat le plus important reste l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias. Et pour cela, Diatou Cissé plaide pour l'adoption de la nouvelle convention collective. Il faut que le SYNPICS et la convention des jeunes reporters, aidés par le ministre Mbagnick Ndiaye et le ministre Mansour Sy, que cette convention collective soit votée, soit adoptée le plus rapidement possible. Sinon, le fonds d'appui va profiter à l'entreprise de presse, mais les journalistes continueront à être des ouvriers de l'information qui ne vivraient pas décemment de leur métier. Pour pouvoir vivre décemment de leur métier, l'ancienne secrétaire générale du SYNPICS appelle les journalistes à rester plus que jamais vigilants et mobilisés. Le nouveau code de la presse ne garantit pas aux journalistes un avenir meilleur, point de vue de certains confrères, mais pour d'autres qui préfèrent attendre d'avoir une idée précise du contenu du document, c'est un pas important qui a été franchi. Reportage dans certaines rédactions de la place, Barthélémy Ngom. C'est une victoire certes, mais il y a des regrets selon Pape Ndiaye du groupe Walfadjri. Ce qui est regrettable dans cette affaire, ce sont les dispositions liberticides qui sont contenues dans le document. Désormais, le pouvoir est donné à n'importe quelle autorité
autorité administrative, qu'il soit gouverneur, préfet ou sous-préfet, de fermer un organe de presse. Ça quand même, ça peut constituer une porte ouverte à tous les abus. L'autre aspect à déclarer également, ce sont les lourdes sanctions pénales et financières. On ne parle plus de dépénalisation ni de déprisonnalisation, mais donc on ne peut pas comprendre également le fait qu'on maintienne les lourdes amendes là. Ça également, ce sont des dispositions à revoir. Les menaces sur les entreprises de presse sont toujours d'actualité alors, malgré ce code. Absolument, la liberté de presse est menacée parce qu'il y a aussi des notions fourre-tout qui sont contenues là-dedans. Quand on parle de troubles à l'ordre public, bonne mœurs, quand on parle de secret d'un texte, secret de l'instruction, cela c'est quand même inadmissible. Un dossier qui est en instruction, on ne peut pas interdire aux journalistes d'en parler. Birahim Touré, journaliste à des médias, lui salue ce pas qui a été franchi, mais attend d'avoir une idée nette du texte qui a été voté hier par les députés du premier jusqu'au dernier article. Je vais mettre un petit bémol dans la mesure où d'abord nous autres journalistes, on n'a pas le contenu même du code de la presse, on a juste quelques grandes lignes d'après ce qu'on voit et ce qu'on a un peu lu un peu partout. Je voudrais m'en saisir et savoir ce qu'il y a réellement du premier article au dernier pour pouvoir au moins peut-être me prononcer. Les difficiles conditions de travail des journalistes, pour ne pas dire précarité, ont été longtemps décriées. Pape Ndiaye se veut formel. Il ne faut pas du tout s'attendre à ce que la précarité qui existe dans la presse donc soit enrayée avec le code de la presse. Ah oui? Il est important de savoir que le code de la presse ne règle pas le problème de la revalorisation salariale. Ça ne règle pas également le problème de la précarité. Le code de la presse parle de tout sauf de ce qui est rémunération. À l'unanimité, les confrères interrogés reconnaissent qu'un pas a été franchi pour assainir le secteur de la presse au Sénégal, mais il reste encore des points à revoir pour une liberté effective de la presse, un bon environnement économique et de bonnes conditions de travail des journalistes qui ont également besoin, comme tout travailleur d'ailleurs, d'un bon avenir à travers une retraite bien organisée. Comment faire pour une bonne application du nouveau code de la presse? C'est le débat du jour. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. De réelles menaces sur l'épreuve anticipée de philosophie, la coordination des enseignants et examinateurs de philosophie et l'association des professeurs de philosophie du Sénégal ont décidé de boycotter la correction des copies jusqu'à ce que lumière soit faite sur la fuite présumée notée sur l'épreuve de philosophie. Donc, ces professeurs de philosophie disent ne pas vouloir être des complices dans cette affaire de fuite. Écoutons le coordonnateur de la coordination des enseignants et examinateurs de philosophie, Abdoulaye Sow, au téléphone d'El Hadj Ndiogoudjine. Dès que nous avons eu écho de l'affaire, n'est-ce pas, nous avons fait un travail d'investigation sur le terrain. Nous avons appelé des collègues, même jusqu'à l'intérieur du pays. D'autres ont été les témoins oculaires, n'est-ce pas. Des élèves sont venus nuitamment les réveiller pour leur soumettre le sujet en question. Ces élèves-là demandaient des explications par rapport au sujet. Ça, ce n'était que de simples témoignages. Mais quand nous avons approfondi, n'est-ce pas, la recherche d'informations au niveau des autres collègues, mais certains se sont manifestés. Ils sont venus jusqu'à Dakar, au siège des syndicats, avec donc les messages SMS et les messages WhatsApp dans leur téléphone. Et c'est des profs qui viennent de localités différentes. Ces profs-là ont reçu des élèves, n'est-ce pas, le message en question, n'est-ce pas, où il y avait le sujet 1 du baccalauréat des séries L. En tout cas, nous n'allons pas aujourd'hui participer à cette forfaiture. Nous n'allons pas être aujourd'hui les complices de ce vol. Parce que nous ne pouvons pas crier aux voleurs et participer au vol. Et c'est pourquoi nous avons pris sagement la décision, de concert avec les syndicats, nous CEP et APROFIS, de ne pas corriger les copies du baccalauréat jusqu'à ce que cette affaire-là soit tirée au clair. Alors, dans ce cas, est-ce que vous ne vous exposez pas à des sanctions? Non, nous ne craignons pas des sanctions parce que si aujourd'hui, sanctions il y a, ce sont ceux-là aujourd'hui qui, soit par imprudence, soit d'une autre manière, ont laissé passer les fuites là jusqu'à ce que les élèves donc en prennent possession. C'était donc Abdoulaye Sow, le coordonnateur des enseignants et examinateurs de philosophie. Sit-in du SUTSAS ce matin, le mouvement déclenché par le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale n'est pas suivi à l'hôpital Fann, faute d'informations à temps. Mais les motifs évoqués par le syndicat dirigé par Maloya Thiam sont partagés par ses camarades de l'hôpital Fann à Wambaya. Hôpital Fann, le personnel en blouse blanche vaque normalement à ses occupations. Dans les différents services, aucun arrêt de travail n'est constaté. Les patients sont pris en charge correctement. Le mot d'ordre de sit-in du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale n'est pas suivi à Fann. Les travailleurs affiliés au SUTSAS ne sont pas informés à temps, disent-ils.
Interpellé dans les couloirs devant les salles de consultation, il fut le micro. Madame Diagne, elle, semble très pressée. Elle s'occupe des urgences. C'est la raison qu'elle a évoquée pour justifier sa non-participation au mouvement. Comme il se devait. Mais peut-être damay gérer urgence. Et pourtant, les motifs énumérés lui tiennent à cœur et elle est en phase avec son syndicat, ajoute-t-elle. Parce qu'ils ont accusé du retard à payer les gens. Vraiment, c'est pas normal. La motivation, c'est déjà acquis. Ça doit être tous les mois. Le SUTSAS est très représentatif dans le secteur de la santé, mais le sit-in de ce matin n'a pas mobilisé les travailleurs de FAN, faute de communication. Macky Sall attendu à Saint-Louis demain. Le président de la République doit procéder à la remise de moteurs et d'appui financier à 629 pêcheurs et à leurs familles. Ces pêcheurs sont revenus de la Mauritanie les mains vides. Mais à la veille de l'arrivée du chef de l'État, des voix s'élèvent pour dire que le nombre de pêcheurs concernés dépasse de loin le total de bénéficiaires indiqués. Macky Sall est accusé par ailleurs de faire une campagne électorale en vue des législatives. Correspondance à Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Le nombre de pêcheurs sinistrés revenus de la Mauritanie est jugé plus important que les 629 préposés à recevoir un appui financier et matériel du président Macky Sall ce jeudi. À Gourmbath, dans la langue de Barbarie, le représentant du RDS, Rassemblement démocratique pour le Sénégal, Mohamed Alioune-Baye, juge inopportune et politique cette visite qui risque de diviser la communauté de pêche. C'est pas le moment opportun de le faire. Il y a plus de 1000 pêcheurs qui sont venus ici. Il y en a qui, même s'ils n'avaient pas de matériel, mais ils vivaient de la pêche là-bas. Ils entretenaient leur famille, leurs parents, les proches qui sont ici. Tu donnes à une partie, l'autre partie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas laisser ici des mécontents ici à Saint-Louis. Ils sont en pleine campagne, mais ils verront. Il plaide pour un appui en matériel qui prendrait en compte tous les métiers de la mer. Que ce soit même les femmes qui étaient là-bas, qui vendaient des poissons, mais elles sont concernées bien qu'elles n'avaient pas de matériel. C'est ça la vérité. Qu'on leur donne des pirogues, des moyens d'acheter des pirogues. Parce que les pirogues, ça ne coûte pas 200 000, 300 000, c'est des millions. 3 millions, 4 millions, 5 millions, c'est ça des pirogues. Est-ce qu'il va venir chaque famille, 600, il va donner 5, 7 millions, 10 millions pour les 600 et quelques personnes pour qu'ils achètent des pirogues? Ça ne se fera pas comme ça. Et les machines, ça coûte cher. Demain, la place Faidherbe abrite la cérémonie de remise symbolique qui, selon certains, n'est rien d'autre qu'une implication du président de la République dans la propagande politique pour les législatives. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. La tenue du scrutin pour les législatives du 30 juillet prochain coïncide avec une période de forte pluie dans le sud du Sénégal et cela peut avoir des conséquences sur le déroulement du vote en cas de fortes précipitations. Interrogé par notre correspondant à Ziguinchor, certains citoyens redoutent cet état de fait et en plus de cela, il y a des paysans qui disent leur préférence d'aller au champ que d'aller voter. D'autres ne voient pas les choses ainsi. Reportage à Ziguinchor, Laminba. Le 30 juillet est la journée retenue pour l'organisation des élections législatives. Mais la date coïncide avec une période de l'hivernage où les pluies sont importantes et la survenue de conditions climatiques défavorables est à prévoir. Si cette forte probabilité venait à se matérialiser, nul doute que c'est le taux de participation au scrutin qui en pâtirait selon ce citoyen. Ça peut pleuvoir sans arrêt. Ça décourage les électeurs. Quand il pleut, tu dis que tu vas aller voter. Là, ça paraît compliqué. Notre interlocuteur aurait préféré que les élections législatives soient tenues à une période hors de l'hivernage. J'aurais aimé que les élections soient au moins au mois de novembre ou février ou quelque chose comme ça. À cette période de l'hivernage, les paysans sont en plein dans les travaux champêtres entre se consacrer à l'activité qui les fait vivre et accomplir un acte citoyen. Ce quinquagénaire a déjà fait son choix. Il est conforté dans sa position par un autre paysan que nous avons trouvé assis sur un banc installé devant une boutique sur la rue du Capitaine Javelier. D'abord loolu moo ma gën a yitte que politique ñoom bu ñu waroon a arranger calendrier bi ñu seet ko fi nga xam ne moom nit ñi dañuy am jot. Il y en a par contre des paysans qui pensent le contraire. Il faut d'abord voter puis retourner aux travaux champêtres. Voter c'est un devoir civil. Maintenant si tu penses que c'est un devoir civil, le peu de temps que tu peux aller voter et aller retourner dans tes travaux, bon, ça ne dérange pas quoi. Fin juillet est donc une période très pluvieuse dans le sud du pays. Une bonne organisation du scrutin passe nécessairement par une intégration des paramètres climatiques dans les préparatifs, couplée à une bonne communication des acteurs politiques qui auront la difficile tâche de convaincre les paysans d'aller voter. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici.
Nous sommes à quelques petits jours de la Korité. À Rufisque, le poulet est rare sur le marché. Une rareté qui s'explique par la succession d'événements cette année, soutient-on. Et quand vous en trouvez, il faut débourser plus que d'habitude. Reportage Isidore Alexandre Sen. Le poulet se fait désirer dans le marché. Cette phrase est suspendue sur toutes les lèvres. Nous sommes au cœur de l'espace dédié à la vente de volailles au marché central de Rufisque. Présentement, le poulet manque dans le marché. Nous venons de très loin. La réalité est qu'il y a des clients. Il y en a même qui ont fait leur commande. Le Célic, il n'y a pas de poulet. Qui est-ce qui explique le manque de la denrée? Voici la réponse de quelques fournisseurs. La rareté du poulet est synonyme de la flambée des prix pour toutes les catégories. Ce poulet coûte 7000 francs CFA. Ça fait 5 kilos. Le poulet de chair est vendu à 3500. Il n'y a pas de poulet et puis c'est cher. Au bas mot, c'est 2500 francs. Poulet de chair ou ordinaire, le consommateur a le choix, nous dit ce vendeur. À côté des commerçants, des individus à l'image de ce jeune chargé d'arracher les plumes des poulets pour les clients qu'il désire. L'activité nourrit bien son homme en ce moment. Denrée privilégiée pendant la fête de l'Eid el-Fitr, les clients peinent à trouver le poulet, du moins à Rufisque. Mais les vendeurs sont optimistes pour un bon approvisionnement du marché d'ici à la célébration de la Korité. Isidore Alexandre Saint-Rufisque, RFM. L'actualité internationale. Très attendu, l'avis du Conseil de sécurité de l'ONU sur la force du G5 Sahel. Sornana Tambaye. La résolution doit faciliter la mise en place de ces troupes. Les 5 pays que compte le G5 Sahel, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso ont décidé il y a quelques mois de mutualiser leurs forces pour lutter efficacement contre le terrorisme et le trafic de drogue. Daoud Diouf pour les détails. Le texte est porté par la France. Il consiste en déploiement de la force africaine anti-djihadiste des pays du G5 Sahel. Il s'agit du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. Il faut dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer sur ce projet aujourd'hui. Cela après plusieurs jours de négociations entre la France et les États-Unis qui finalement sont parvenus à trouver un accord sur la formulation que doit être présentée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut aussi dire qu'il y a 2 semaines, un premier projet de résolution déjà porté par la France avait été présenté au Conseil de sécurité. Le texte prévoyait alors que le Conseil de sécurité autorise le déploiement de la force africaine sous mandat des Nations Unies lui permettant d'utiliser tous les moyens nécessaires pour combattre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic de personnes. Les États-Unis avaient posé à l'époque leur veto. Pour Washington, le projet de résolution était trop imprécis. Aujourd'hui, le projet de résolution présenté au niveau des Nations Unies salue le déploiement de la force africaine en vue de ramener la paix et la sécurité dans la région Sahel. Mais cette fois-ci, le texte n'évoque pas le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui autorise l'utilisation de la force. Aujourd'hui, le vote a priori acquis du projet de résolution intervient à quelques jours du prochain sommet du G5 Sahel qui doit se tenir le 2 juillet à Bamako. Côte d'Ivoire, la déclaration de Henri Konan Bédié fait réagir des membres du parti au pouvoir. L'ancien président a affirmé dernièrement que le candidat de la coalition au pouvoir pour la prochaine présidentielle sera issu de son parti. Pour Bédié, c'est au nom de l'alliance conclue avant l'élection de 2015. Le porte-parole du RDR, le parti de Alassane Ouattara, a déclaré qu'Henri Konan Bédié doit certainement s'adresser à ses militants. Joël Nguesson ajoute que le RDR est un parti souverain qui doit aller en congrès et choisir son propre candidat. En 2015, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et pour la paix, composé de plusieurs partis, dont le PDCI de Bédié et le RDR de Ouattara, avait remporté le scrutin. Au Tchad, des députés de l'opposition refusent toujours de démissionner malgré les pressions. Leur mandat est arrivé à terme depuis le 21 juin 2015. Beaucoup de partis politiques et des activistes ont pourtant demandé à ces parlementaires de démissionner. Au lieu de quitter, les 30 députés exigent la tenue des élections législatives dans les meilleurs délais. Soda Cham. Le 21 juin 2015, le mandat des députés de la 3e législature arrivait à échéance. Mais suite à un accord politique, le Parlement, à l'exception de quelques députés, accepte de prolonger par consensus la législature sans convenir d'une date limite.
Depuis quelques semaines, à l'approche de la deuxième année, des activistes et certains politiques poussent les députés d'opposition à quitter le Parlement, qui n'a, à leurs yeux, plus de légitimité. Mardi dernier, dans un communiqué, la trentaine de députés d'opposition réunis autour du chef de file de l'opposition a opposé une fin de non-recevoir à ces injonctions. Les députés de l'opposition pensent que le débat dans la forme et le fond est totalement biaisé et mal posé. Leur présence à l'Assemblée nationale, bien qu'ils ne représentent que le 6e des effectifs, est utile, nécessaire, dissuasive et salutaire, écrivent-ils. Le vrai débat, ajoute-t-il, c'est d'exiger que les législatives soient organisées assez rapidement parce que la crise financière que traverse le pays ne justifie pas ce report sans fin. En Centrafrique, l'heure est au bilan après les violents accrochages d'hier mardi. Des miliciens anti-Balaka et des hommes appartenant au Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, se sont affrontés. Au moins 40 personnes ont été tuées. Pourtant, 13 des 14 milices et groupes armés du pays ont signé un accord de cessez-le-feu à Rome. Pour un porte-parole du FPRC, hors de question de ne pas se défendre en cas d'attaque. En France, Antoine, pour terminer, François Bayrou et Marielle de Sarnez quittent le gouvernement. Le départ ou démission du ministre de la Justice est lié à l'enquête sur l'emploi des assistants parlementaires européens de son parti, le MODEM. Bayrou a déclaré avoir pris la décision de ne pas faire partie du gouvernement pour se défendre. Mais comment cela est vu par la section sénégalaise du mouvement République en marche? La réponse de Fatou Sagnasso, elle en est la référente. La ministre des Armées, Sylvie Goulard, a demandé à quitter le gouvernement et donc à démissionner. Par la suite, Marielle de Sarnez était indiquée ouverte à sortir du gouvernement et comprenait cette logique d'exemplarité et cette nécessité peut-être de ne pas embarrasser un exécutif qui doit être à la tâche et qui doit être concentré sur les affaires publiques et qui doit régler les problèmes des Français avec ses affaires. Donc ce n'est pas une condamnation, mais c'est juste une prise de conscience morale afin de ne pas gêner le gouvernement. Donc au vu de ce qui s'est passé, de ces deux personnalités qui se sont indiquées prêtes à sortir le gouvernement, François Bayrou a également fait le même choix. Mais je pense que ce sont des partenaires qu'il faut saluer et je pense qu'ils ont eu l'élégance aujourd'hui de tirer les conséquences de ces affaires qui les touchent aujourd'hui. Ils vont avoir plus de latitude pour se défendre sans entacher, sans gêner l'action du gouvernement qui doit être rapide, efficace parce que les Français attendent ça de nous. Est-ce que le départ de Bayrou ne risque pas de freiner une ardeur quelque part quand on sait que la moralisation de la vie politique en France lui tenait à cœur et qu'il porter même le projet de loi? Je pense qu'au contraire, c'est une illustration de ce que doit être la moralisation de la vie politique française. Le fait qu'il quitte alors qu'il n'a absolument aucune condamnation montre le chemin et montre ce que doit être la politique française aujourd'hui. La priorité, c'est l'intérêt général des Français. Point. Quelques individus soient impliqués dans des affaires ou autres, je trouve que c'est bien qu'ils prennent un petit peu de recul, qu'ils puissent défendre leurs intérêts et permettre par ailleurs au gouvernement de remplir son rôle. Donc au contraire, je trouve que c'est une très bonne chose et qu'on va dans le bon sens et c'est ce que doit être aujourd'hui la vie politique française. Fatou Sagnasso était avec Georges Détidio-Pontoine. Merci Sornana Tabaye. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Comment faire pour une bonne application du nouveau code de la presse? Débat dans quelques minutes. RFM Sport. Rebonjour cher Tidiane. Rebonjour avant de Lutte avec frappe, Emerson Bombardier, l'incertitude plane toujours sur la tenue de ce combat. Le promoteur Hassan Ndiaye apporte en tout cas des précisions et donne mieux des assurances. Pour lui, des hommes tapés dans l'ombre veulent nuire à ses intérêts. Nous l'écoutons. Hassan Ndiaye Sénégalais la comme Sénégalais yëpp bëgg mel ni mbir. Hassan Ndiaye est un Sénégalais qui œuvre pour la bonne marche du pays, notamment de la lutte. Malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas du succès de ce combat entre Emerson et Bombardier. Je suis allé au CNG pour demander une dérogation au ministère des Sports qui me l'a accordé par la suite. Bind leen ñu ne ma ñun amuñu droit yokk saison bi. Le 31 juillet lay tëj. Il n'y a aucun blocage pour la tenue de ce combat. On l'avait prévu pour le 4 avril. Le sponsor a demandé de pousser donc ce combat à une date ultérieure. C'est ça le problème. Que ce soit le CNG ou Hassan Ndiaye, tous nous voulons de ce combat. Beaucoup de polémiques donc autour de ce combat. Emerson Bombardier annoncé sur le départ. Adam Mbeng encore
une propriété de Djambar. Justement, Antoine Diouf, son départ en tout cas pour AS Monaco a été annoncé la semaine dernière par quelques sites, mais il n'en est rien. Selon Sayersek, Adam Meng a juste eu quelques touches venant d'intermédiaires. Propos recueillis par Abdou Junior. Nous allons écouter donc le président de Djambar. Je l'ai lu comme vous dans l'équipe. Pour le moment, j'attends les contacts de Caen. J'ai vu aussi d'ailleurs dans la page Facebook que Monaco avait mis 7 millions sur Adam Meng. J'attends. Je pense qu'ils vont pas tarder. On a plusieurs contacts quand même. On a beaucoup de contacts, surtout d'agents qui viennent se renseigner sur Adam Meng, qui demandent des mandats pour Adam Meng. Pour le moment, il n'y a rien de concret qui fasse effectivement qu'on puisse faire une annonce. CRC hier donc en marge de la conférence de presse du président de l'Olympique de Marseille qui était en visite à Dakar pendant 48 ans en compagnie de l'international franco-ivoirien Basile Boli. Comprenez bien qu'il s'agit de football. Fatick ambitionne de retrouver l'élite du foot sénégalais. En Ligue 2, l'année prochaine, 2 clubs vont représenter Fatick. Il s'agit de Diamono et de l'Entente Jeunesse Fatickoise qui a réussi la montée cette saison-ci. Tous ont une seule ambition, retrouver l'élite, mais ils ont un problème en commun, un problème de moyens. Aminata Koudiaby. Le Diamono et l'Entente Jeunesse Fatickoise, 2 clubs phares de la région de Fatick en 2e division, ce qui fait dire aux dirigeants du football local que la région devient incontournable dans le paysage sportif du Sénégal. Moussa Faye, un des dirigeants de l'Entente Jeunesse Fatickoise. Un championnat avec 11 autres équipes. La préparation, l'investissement qu'on a fait, on a accédé en Ligue 2, donc on se dit que c'est un bilan positif. Mamada Mandour, président du club Diamono. Donc cela fait de Fatick 2 clubs de Ligue 2 pour l'année prochaine et c'est une bonne chose pour Fatick. Quand on créait le Diamono, il n'y avait que le GIF qui était là. En tant que président, j'avais senti qu'il faut qu'il y ait une petite concurrence. Dans cette montée en Ligue 2 des 2 équipes, il n'y a pas que du positif. La rivalité qui s'est installée entre les 2 équipes risque de s'intensifier. Déjà, le GF dénonce un manque de considération à son égard de la part du président du club Diamono, qui se trouve être le président de la Ligue régionale de football. On les respecte, nous attendons d'eux qu'ils nous respectent aussi. Par rapport aux programmations, si nous devions jouer pour une même journée, eux, ils choisissent d'abord, ils nous demandent de jouer en seconde période, on trouve que c'est pas normal. Réponse de Mam Adamandour. Là, je dis que c'est une méconnaissance de sa part, parce que dans ce football, il y a les textes qui sont. Parce que s'il avait maîtrisé ces textes, il n'aurait pas réagi de cette manière. C'est pour cela, je lui ai demandé de venir de la prochaine. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune nuance. La Ligue gère tous les clubs de Fatick. Les 2 équipes s'accordent néanmoins sur un point. Le football fatickois n'est pas bien soutenu, ce qui peut ralentir son développement. C'est sûr, parce que les finances ne sortaient que de la poche du président. 40 millions, c'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir réussir la saison. On n'avait pas réuni cette somme, le ministre des Sports, donc il a eu à nous aider. Nous investissons dans ce football par nos propres moyens. Certes, il y a des soutiens, mais qui sont négligeables par rapport au budget annuel. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, merci. La Coupe des Confédérations à présent qui reprend ses droits cet après-midi avec la 2e journée. À partir de 15h, le pays hôte, la Russie, va tenter d'enchaîner face au Portugal de Cristiano Ronaldo, tenu en échec lors de son premier match. Juste après 18h, c'est le Mexique de Chicharito qui affronte la Nouvelle-Zélande. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Il faut vraiment se convaincre que la démocratie est une construction sans fin. L'essentiel est d'être parmi ceux qui agissent sur le contexte historique pour lui façonner une tendance favorable. Il n'y a pas 1000 chemins. Inéluctablement s'impose un rapport des forces quand on aspire à changer, à améliorer une situation. Obligation est faite alors à ceux qui aspirent au changement, donc aux acteurs de l'espace public, de s'organiser, d'être solidaires dans leurs choix éclairés, d'être ensemble prioritairement. Historiquement, une force établie ne cède que devant une force volontaire et organisée. Ce combat nécessite non seulement d'être ensemble, mais surtout d'avoir à chaque étape une stratégie ou une tactique commune avec un état-major commun. Ces principes très simples sont toujours mis en avant à chaque veille de confrontations électorales et curieusement, ils finissent toujours par voler en éclats. Parce que chacun des leaders, ou la plupart, se pointe au nombril comme le seul capable de diriger les autres.
consacrant ainsi, une fois de plus, la victoire de l'ego et des desiderata égoïstes et éparpillés. Bien au contraire, ce genre de situation nécessite une exigence de conduite et surtout d'abnégation individuelle et collective. Pourtant, concernant notre pays, il n'y a pas trace de débat théorique, d'orientation idéologique ou autre. N'est-ce pas d'ailleurs cela qui plonge les opposants dans une monotonie aussi disjonctive que le choc anti-impérialiste des années 70-80. Il est impardonnable de tenter 2 ou 3 fois et d'échouer de la même manière. Permettez, messieurs, ce coup de brosse à rebours. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. Bert Lemingom, bonjour. Bonjour. La presse sénégalaise a un nouveau code. Presque tous les quotidiens en parlent ce matin. Le texte a été voté hier à l'unanimité à l'Assemblée nationale, écrit l'Observateur. La presse tient maintenant son code, énonce Réumi Quotidien. Une nouvelle ère s'ouvre, renchérit Enquête. Mon confrère note que ce fut laborieux, fastidieux et douloureux, mais la presse tient enfin son code. Tous les députés ont dit oui sans exception, même si lors des débats, ils ont soulevé quelques écueils. Ce qui fait dire au quotidien Les Échos que les députés font le procès de la presse. Seydina Bougazeli et Chersek n'ont pas raté les revueurs. Ils jugent inadmissible la façon dont certains font la revue de la presse. Aïda Sow Diawara, elle, dénonce la pauvreté des contenus dans les radios et télévisions ainsi que la publicité mensongère. Aminata Gueye, une autre parlementaire, fustige les abus et autres commentaires sur les sites, rapporte Les Échos. Entre mise en garde, espoir, satisfaction et scepticisme, Amré Sud Quotidien qui annonce la mort du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, surtout que l'État du Sénégal est décidé à faire appliquer la convention collective. L'aide à la presse selon Sud sera remplacée par le fonds d'appui à la presse dès 2018. Le code de la presse passe, soupire Le Soleil. Enquête reprend et fait part d'une satisfaction du CEDEPS. C'est le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse. Nous sommes satisfaits, mais nous demandons plus, lâche Mamadou Ibrakan. Libération en page 4 liste ce qui va changer. Et le quotidien assimile le code de la presse à une carte de l'assainissement. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall, recours suprême. L'Observateur fait ainsi allusion à un décret et un arrêté brandi pour blanchir le maire de Dakar. Les avocats de la défense brandissent donc des arguments pour que Khalifa Sall et compagnie recouvrent une liberté d'office. Mais le dernier mot revient à la Cour suprême. La République subitement compatissante, écrit Réumi Quotidien sur cette affaire Khalifa Sall. Mon confrère, au regard des déclarations des uns et des autres, telles que celle d'Ousmane Tanordien, constate que l'étau se dessert autour du maire de Dakar. Des déclarations qui sont émises au moment où l'on parle de caution pour libérer Khalifa. Remarque de mon confrère, tout indique que des portes de sortie sont en train d'être aménagées pour le maire de Dakar. Wait and see. Vox Populi s'intéresse aux législatives du 30 juillet prochain avec les 47 listes en compétition. La parole à des Sénégalais sur les risques d'abstention. Beaucoup de personnes à qui le journal a donné la parole hésitent encore. Certains demandent aux autorités de trouver des solutions pour alléger le vote car il y a une forte probabilité que l'abstention soit le fait marquant de ce scrutin du 30 juillet prochain. En attendant d'y voir plus clair, place au Soleil qui s'intéresse à la gestion des déchets solides et annonce 3 initiatives pour améliorer le cadre de vie des Sénégalais. Première initiative, quartier zéro déchet. Deuxième, CETAL 2.0. Troisième initiative, la mise en place d'une cellule de veille et de sensibilisation. Les 3 initiatives en question ont été lancées hier par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui avait à ses côtés le ministre en charge des collectivités locales. Boun Dionne a magnifié les performances réalisées par l'UCG et le quotidien y voit une comparaison entre Abdoulaye Diouf Sarr et le maire de Dakar. Le journal note que Dionne jette Khalifa dans les ordures. En clair, le Premier ministre a fustigé la façon dont Khalifa Sall a géré les ordures à Dakar. Dakar, la menace terroriste est réelle. Libération informe de l'arrestation d'une étudiante de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par la division des investigations criminelles pour des liaisons avec des terroristes présumés. L'étudiante est tombée en même temps que son frère, lui aussi étudiant à l'ITECOM. Selon Libé, des manuscrits sur les filles de Chibok ont été retrouvés lors des perquisitions. Une expédition punitive à Daray Kamel de Kermassar. Le quotidien Les Échos rapporte une bagarre entre gangs qui a fini dans un bain de sang. 4 gangsters s'acharnent sur Babakarba à coups de machette, de pelle et de gourdin. La victime, raconte Les Échos, a succombé à ses blessures après 3 jours d'hospitalisation. La gendarmerie de Kermassar s'est saisie de l'affaire et les auteurs ont été arrêtés. Ils seront d'ailleurs déférés ce mercredi. Bonne lecture.
Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Comment faire pour une bonne application du nouveau code de la presse? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Bonjour Mamadou Ibrakan. Bonjour Daouda. C'est plutôt Antoine. Vous êtes le coordinateur de la CAP et président du CEDEPS. 2 casquettes sur votre tête. Mamadou Moustapha Diop, bonjour. Oui, bonjour. Ancien secrétaire administratif du SYNPICS. Alors, Mamadou Ibrakan, le code de la presse a été adopté hier. Nous sommes satisfaits. C'est votre première réaction. Totalement satisfait ou bien une satisfaction qui laisse la place en même temps à de la perplexité par rapport à certaines dispositions contenues dans le nouveau code? Nous sommes satisfaits sur la partie concernant le statut du journaliste et l'organisation du secteur des médias. Très rapidement, le statut du journaliste, maintenant il y a une barrière à l'entrée. Deuxièmement, il y a une distinction entre les professions de journaliste et d'animateur. Oui. L'animateur ne peut plus, disons, gérer les questions liées à l'information. Ok, ça c'est extrêmement important, comme par exemple la revue de presse qu'on vient d'entendre. Oui. Ce sera désormais fait uniquement par le journaliste. Un animateur ne peut pas faire donc une revue de presse. Troisièmement, il y a la carte nationale de presse, qui est une sorte de carte d'identité nationale, qui est donc délivrée par une commission compétente en la matière, et toute infraction également de la carte nationale est punie par la loi. Il y a également le fait que la commission de délivrance de la carte de presse, qui sera également la commission de validation des acquis, sera présidée par un professionnel des médias. Oui. Enfin, cinquièmement, il y a la création d'un fonds d'appui et de développement de la presse, une sorte de banque pour les entreprises de presse, et la suppression, bien entendu, de l'aide à la presse qui est tant décriée, et dont même la Cour des comptes avait dit que sa répartition se faisait en violation de la loi. Très bien. Donc alors, ça, ce sont les aspects positifs. Quels sont les points de non-satisfaction rapidement? Les points de non-satisfaction et les points d'appréhension, non seulement pour les journalistes, mais également pour tous les démocrates sénégalais, ce sont les limitations à la liberté de presse. En ce sens que dans la réécriture par le gouvernement du projet de code consensuel de 2010, l'action du journaliste, le journaliste qui peut écrire sur toute question d'intérêt public, sous réserve, donc la réécriture a introduit des notions fourre-tout, pour lesquelles l'administration, disons, peut s'en saisir et sanctionner donc le journaliste. Comme le secret défense. Oui, le secret défense, le secret de l'instruction, le secret de l'enquête. Ce sont des notions qui sont déjà donc régies par le code pénal. Dans l'ancienne mouture du projet de code consensuel de 2010, il était dit que ne pouvait lui être opposé que sur la base d'un acte écrit et motivé. Donc l'administration, si elle devait opposer une limite au champ d'application de la liberté de presse, il fallait que cela soit motivé. Donc nous pensons que ça, c'est un recul et c'est une menace pour la liberté de presse. Très bien. Il y a également l'article 86 qui donne à l'administration un droit de réponse et de rectification qui est différent du droit de réponse et de rectification qu'on donne à toute personne donc physique et morale. Et cela, même en augmentant le volume du droit de réponse et de rectification à 1,5 fois. Et là aussi, le fait qu'on traite l'administration de manière discriminatoire pour la presse écrite, ça pose problème. Je reviens à vous. Également, terminez sur ce point. Non, j'ai terminé ce point, mais il y a un autre point très important, c'est la fermeture par l'administration, la suspension ou la fermeture par l'administration d'un organe de presse. Ça, c'est également véritablement un danger pour la liberté de presse que l'administration puisse le faire de manière discrétionnaire. Code mitigé, donc, si on suit votre raisonnement. Et un dernier point, si vous me permettez juste, le quatrième point sur nos appréhensions par rapport à la liberté de presse, c'est le fait que les sanctions
d'emprisonnement et les sanctions donc pécuniaires ont été lourdement augmentées dans ce code de la presse. Très bien. Ça aussi, je reviens à vous pour terminer. Moustapha Diop, vous êtes toujours en ligne? Oui, Antoine. Alors, il est bon ce nouveau code de la presse ou bien il y a à redire? D'abord, il faut se satisfaire du vote de ce code. De 1996 à 2017, quand même, la loi 96-04 a fait son temps. De tout temps, les professionnels, les organisations, tout le monde a voulu que, l'assainissement du milieu de la presse. Donc, aujourd'hui que le code est voté, il faut s'en féliciter. Parmi les acquis que Mamadou Ibra citait, il faut citer aussi le financement du service public de l'audiovisuel. Oui, qui va libérer la publicité pour le secteur privé. Exactement. Oui. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut être satisfait. Maintenant, la première des choses, parce que, vous savez, Mamadou Ibra, il est dans le feu de l'action. On est dans, comme je dis tout le temps, on est dans l'euphorie, comme lors d'un congrès, comme lors d'un prix. C'est l'euphorie, on est là, on a gagné, on n'a pas gagné. Mais en fait, il faut prendre du recul. Nous avons eu un travail de plusieurs types d'experts, parce qu'il y a eu le regard du professionnel de la communication, il y a eu le regard du magistrat, il y a eu le regard de l'inspecteur du travail, et c'est tout cela qui a été combiné pour trouver un texte qui a été soumis à ces gens-là. Et aujourd'hui, il y a un code qui est voté. Donc la première des choses, il faut avoir une lecture de ce code. Mais une lecture de ce code, c'est non seulement une lecture avec l'œil du professionnel, ce que Mamadou Ibra est en train de faire, mais il nous faut aussi une lecture du législateur, une lecture du magistrat, une lecture de l'avocat, une lecture de l'inspecteur du travail, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on avait proposé, qu'est-ce qui a été retenu, et comment faire pour que ce qui a été retenu soit appliqué. Parce qu'il y a beaucoup de dispositions dont on parle aujourd'hui, et qui existaient dans 96-04, mais qui n'ont pas été appliquées. Maintenant, il faudrait aussi ce code-là puisse être appliqué. C'est ça l'objet. Oui. On reviendra sur la partie application. Mais quand même, Mahmoud Moustapha, il y a des limites à la pratique journalistique, la liberté de pratiquer ce métier, non? Oui, et encore ça, il faut s'en féliciter parce qu'au moins, dans ce code, il y a des droits des journalistes. Dans le code de 96-04, il n'y avait que des devoirs. Le journaliste doit. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de donner la liberté au journaliste de faire son travail selon sa conscience. Et pour ça, il fallait organiser pour qu'on sache qui est journaliste, qui a le droit de faire le journal, qui a le droit de donner des informations, et dans quelles conditions, et quelles sont les limites à ne pas franchir. Maintenant, au lieu, parce que quand on a parlé de non à la dépénalisation, à la limite, on se disait, dans toute la partie de pénalisation, elle est sautée. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une surpénalisation. Et ça, ça c'est ce qu'on a déduit par rapport à ce qu'on entend par-ci, par-là. Mais encore une fois, je le dis, la première des choses, c'est qu'il faut avoir une lecture réelle de ce qui a été voté, du texte qui est sorti. 1 minute pour chacun. Mamadou Ibra Kane. Alors, comment faire pour une bonne application du nouveau code de la presse en 1 minute? Oui, en 1 minute, d'abord, il faut les décrets d'application. Parce que sans les décrets d'application, il n'y aura pas le code de la presse qui vient d'être voté, sera une coquille vide. Ensuite, deuxièmement, lancer un appel au président de la République, aux organisations de la société civile, à tous les citoyens, pour que la liberté de la presse et la liberté d'expression, telle que consacrée dans la Constitution du Sénégal de 2001, que le code de la presse, le code pénal et le code de procédure pénale puissent être à la hauteur de ce code, de cette Constitution démocratique de 2001. Oui. Très bien, merci Mamadou Ibra Kane, coordonnateur de la CAP et président du CEDEP. Mamadou Moustapha Diop, oui, comment faire pour une bonne application du nouveau code de la presse en quelques secondes? Il a dit c'est le décret d'application, mais les décrets d'application, il faut en faire les propositions. C'est pour ça que je demande toujours parce que on ait une lecture, mais aussi qu'on interpelle ceux qui vous avez aidé à confectionner ce document. C'est les magistrats, c'est les avocats, c'est les professeurs d'université, etc. Il faudrait que eux-mêmes, qu'on les regroupe, parce que ça ne peut être que l'initiative de la CAP, si la CAP
prendre cette initiative. Sinon, ce sera l'initiative du syndicat. Regrouper les gens, de commencer déjà à élaborer des propositions de décrets d'application. Parce que personne ne le fera à notre place. Ça, il faut qu'on se le dise de façon très claire. Ensuite, il faudra qu'on se batte pour que les textes qui demandent aussi des arrêtés, que ces arrêtés-là, qu'on en fasse, qu'on en prenne des initiatives. Parce que si on laisse l'administration, on ne va jamais s'en sortir. C'est un combat éternel et rien ne gagne devant. Merci Mamadou Moustapha Diop, ancien secrétaire administratif du SYNPICS. C'est fini pour Point de Vue. Quelques infos météo avant de vous quitter. Le ciel sera passagèrement nuageux sur l'ensemble des pays au cours de la journée, devenant nuageux à couvert à partir de la nuit sur les régions sud, avec des possibilités de pluie et orages sur Kédougou, Tamba, Kolda et Ziguinchor. Voici le rappel de quelques titres. Antoine Diouf. Yes, les commentaires vont bon train au quartier Tahikao après l'arrestation de Aziz Ndiaye, soupçonné d'avoir des liens avec des milieux djihadistes. Certains habitants du quartier sont surpris, d'autres appellent à la vigilance. Nouveau code de la presse après son adoption hier, les journalistes décèlent beaucoup de pièges et de dispositions liberticides. Macky Sall a Saint-Louis demain pour remettre des moteurs et autres appuis financiers à des centaines de pêcheurs sénégalais revenus de la Mauritanie bredouille. Mais dans la vieille ville, des voix s'élèvent pour parler de campagne électorale déguisée. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Abdoulaye Djidji Diop, réalisation El Hadj Daouda Diouf et El Hadj Ndiogou Diène. Pape Oumar Diaw était à la régie. 13h, la grande édition en Wolof avec El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, c'est Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. Camarades, Tamane.